Alors attends, parce que j'ai pas donné ces informations, enfin j'ai pas donné ce que ton action a fait à Nox. Donc toi, t'as effectivement fait l'inventaire des gardes. Alors tu as réalisé plusieurs choses. Hein. Bon, clairement les gardes, tu vas dire que tu peux te les faire. Hein. Ils sont pas si forts, ils sont pas si robustes que ça. Par contre, ils sont quand même beaucoup. Et puis eux, t'imagines que toi généralement dans le 6ème monde, t'as un gros avantage, c'est que les gens sont habitués au flingue, donc taper au point, ça surprend. Là, t'auras pas cet avantage-là, ils sont quand même plus habitués au corps à corps. Par contre, il y a quand même un gros trafic, hein, donc tu te dis que pour passer, parce que c'est une option, ou alors éventuellement assommer un garde qui t'aurait repéré sans que l'autre le voie. Faut imaginer quand même que les gardes ils sont sur un pont avec pas mal de monde. Par contre, deux problèmes différents. D'une part, il y a quand même des fortifications et des gardes qui ont des vues un peu sur ce qui se passe. Donc eux, ils sont en mesure de vous repérer et de vous canarder avec des armes à distance. Et surtout, t'as repéré un truc assez étrange. T'as regardé un peu machinalement, t'as regardé dans les cieux, des fois qu'il n'y a pas des drones, tu vois. Que bon, tu t'es dit c'est con, en fait, il n'y a pas de drone ici, quoi. Mais il y a des oiseaux, il y a forcément des oiseaux de mer. Et en fait, plus vous vous approchez, plus tu réalises qu'il y a l'air quand même d'avoir 3 oiseaux qui sont en train de faire un peu le tour, qui semblent patrouiller le port, en fait. Tu vois que c'est 3 oiseaux qui tournent un peu en cercle, avec un schéma qui est extrêmement répétitif, qui se pose très peu. Ils semblent se poser à un moment pour regarder à droite à gauche, puis ils redécollent quasiment de manière synchronisée. Et ces 3 oiseaux, ils t'ont un peu frappé parce qu'ils n'ont pas du tout un schéma normal d'oiseaux d'oiseaux vivants, quoi, d'oiseaux normaux, quoi. Ils ont vraiment un schéma presque de drone de surveillance, quoi. Ouais, ça a l'air lourdingue. Il y a l'air d'avoir un peu trop de gardes et ces oiseaux sont bizarres. Et après, il y a divers chemins là-bas pour débarquer. On n'est pas obligé de passer devant eux. Tu veux dire quoi? Tu veux faire quoi? On peut passer discrètement, on peut essayer de se faufiler. Ah mais ça m'intéresse pas de savoir si on peut rentrer discrètement. On veut juste savoir comment on fait vite. Bah, disons que s'il n'y a pas de combat, on ira plus vite que si on doit se taper la garde et éventuellement un petit séjour en geôle. Tu veux qu'on passe par où? Là-bas, en fait, t'as un chemin, je pointe la marina, et sinon, il y a cette option-là aussi. Et je pointe la deuxième option qu'avait proposée Béran pour à voir ce qu'on peut faire, comment notre hôte peut nous débarquer discrètement, et sinon on peut simplement plonger et rejoindre la rivière. Alors, je vais juste entourer sur la carte, là je vais entourer le port de Plaisance, et après le second truc que je vais entourer c'est la zone de pêche. Bah pour le port à pêcheurs. Ah mais si le port de pêche est surveillé, tu te doutes bien que chez les bourges c'est pas mieux. Hein. Oh, bah regarde, mais moi j'ai pas vu grand monde. Hein. Parce que regarde, ce qui surveille, c'est pas les marins, c'est vraiment les gens qui arrivent a priori. Hein. Parce qu'ils fouillent les bateaux, ils fouillent tout ça, les gens ils sont. Moi je pense qu'il y a dû avoir des magouilles et anguilles sous roche à l'époque, ou peut-être maintenant encore, et du coup il y a un contrôle systématique des entrées. Faites pause, on va juste repasser la main à Helio parce que pendant ce temps la matrice il a fait quelque chose lui, hein, il a pas disparu. Donc toi tu voulais hacker un appareil, t'as fait un jet de dé d'ailleurs, je l'avais fait, j'ai plus qu'à faire la résistance du jet de dé, t'avais fait 4 en hacking, laisse-moi donc faire la résistance de l'appareil que t'as repéré. Alors non, j'ai une question préalable, est-ce que t'as repéré un appareil dans le réseau qui te paraissait random, ou est-ce que t'as cherché volontairement peut-être l'appareil le plus faible ou tu vois le moins protégé? J'ai plutôt cherché un appareil qui correspond à la localisation de ce qui semble être les tours de garde. Ok, d'accord. Donc du coup, t'as pris l'un des appareils du réseau, donc je vais faire mon petit jet de dés. Ouh. Ah bah ça s'est pas très bien passé comme tu peux voir. Donc t'es arrivé avec ton icône, t'as foncé avec ton icône qui doit s'exécuter silencieusement, j'imagine. Hein. Donc voilà, t'as foncé puis t'as commencé à essayer de... alors j'allais dire poser des marques, mais on va essayer de parler de poser des backdoors pour parler un peu Shadowrun 6. Donc de créer une backdoor sur un appareil pour y accéder. Et alors là en fait au moment où tu t'approches de l'appareil puis tu commences à poser, à essayer d'accéder à son icône pour poser une backdoor, là l'appareil se métamorphose en une sorte de créature assez effrayante, un petit monstre de fait de diamants et de pierre. Il se retourne, il te frappe, il te colle un coup avec sa main qui est faite en fait d'une gemme, il te coupe ton icône, ça te fait extrêmement mal. Et en fait ça fait tellement mal que tu réalises que en fait t'as mal physiquement, et là Dactari est le premier à le voir, vous voyez que vous avez votre ami elfe endormi qui commence à saigner du nez, à saigner des oreilles, même à saigner un peu des yeux. Il a eu très mal, donc tu prends 3 P de dommages en l'occurrence. Qu'est-ce que tu fais du coup, Helio? Alors qu'est-ce que je fais? Je cherche les dommages, bon je les mettrai après. Du coup je vais essayer de me barrer sans qu'on puisse remonter ma trace. Un jack-out, hein, tu fais l'équivalent de débrancher ta connexion. Alors, le problème, c'est comme c'est ton bras, c'est plus dur, c'est pas simple à enlever, quoi. Voilà, exactement, tu t'arraches le bras. Ça fait mal le jack-out.
Ça fait mal, ça dépend de ton mode de connexion et ça dépend si tu le fais. Alors dans Shadowrun 5, ça faisait mal quand tu le faisais quand quand t'as été locké. T'as pas été locké, donc en fait, voilà. En fait, tu te rends compte que tu peux te jack-outer. Alors normalement, physiquement, c'est tu te concentres, tu tires ton câble. Mais là, où tu te déconnectes, voilà, bon là, voilà. En fait, bêtement, tu te déconnectes en coupant le wifi de ton data jack, ton joueur, pam, tu reviens violemment à la réalité. Et quand tu reviens à la réalité, bah, tu commences à, tu sais, en fait, t'as l'impression de te réveiller en te noyant parce que ton nez est rempli de sang. Donc tu te relèves en crachant du sang, etc. T'as vraiment, ça fait mal, mais comme t'as rarement vu du biofeedback pareil, ça fait extrêmement mal. Et surtout du biofeedback qui soit aussi... Enfin, c'était brutal, quoi. C'était même pas genre, je te fais... Normalement, tu aurais pu lever un ou deux firewall. Mais je vois bien, j'ai pas fait de jet de cybercombat. Voilà, ouais, exactement, tu as fait du cybercombat, quoi. Donc tu fais ouch, quoi. Et alors, le truc que tu réalises aussi, c'est que tu réalises que cette technologie de réseau de machin, elle est clairement sacrément en avance par rapport à ton niveau à toi. T'as l'impression d'avoir pris le vieux cyberdeck des années 2050 de ton papa, et d'avoir été faire le mariole avec le dernier nœud à la mode configuré par Neonet avant que la corporation disparaisse, quoi. Et tu t'es pris la branlée qui va avec. C'est vraiment... voilà, quoi. Donc t'es un peu sûr, parce que, encore une fois, l'univers est très médiéval, le niveau technologique, c'est 15 années siècle à tout casser. Donc ce réseau tellurique est extrêmement étrange. Ok, les gars, ce qui fait office de matrice ici, ça déconne pas du tout. Et d'ailleurs, c'est hyper surprenant parce que ça a l'air hyper avancé par rapport à ce qu'on voit en face de nous dans le monde réel. C'est-à-dire que, grosso merdo, la simple tour de garde là que vous voyez en face, c'est l'équivalent du dernier level d'une méga corpo, quoi. Ah. Alors qu'on est sur la première tour de garde de la cité. Ils ont peut-être mis tout là pour être tranquille après, hein. Ah oui, c'est fort probable. Quand tu évoques ça, justement, alors que tu l'évoques, tu réfléchis un peu ce que tu as vécu, t'as pas l'impression du tout qu'il y ait une corrélation entre l'appareil que tu as attaqué et son lieu physique. C'est-à-dire que tu t'es rendu compte en choisissant un que tous les appareils avaient un peu chacun leur configuration et leur forme et leurs icônes. Et t'as pas forcément vu de corrélation à base de ah tiens, ceux qui sont près de la tour de garde ils sont plus costauds que ceux qui sont ailleurs. La seule différence géographique que tu as remarqué en termes de topologie, c'est la concentration d'appareils qui est parfois beaucoup moins élevée ou beaucoup plus élevée. Et notamment, t'as une zone très dense qui est au niveau du palais, mais dans le reste de la ville, c'est souvent plus éclaté. Il y a des zones entières sans appareil. Il y a des zones de 3-4 bâtiments, ou même 5 bâtiments, où tu ne vois aucun appareil. Et alors, t'es pas encore assez près, mais t'es curieux de voir, quand tu seras devant le bâtiment, quelle apparence physique a cet appareil. Ah, et un truc hyper important que j'ai pas dit, qui est une évidence, aucun de ces appareils ne s'exécute silencieusement. Tu vois, ils sont tous lumineux dans la matrice, quoi. Ok. Il va falloir qu'on se renseigne là-dessus quand on arrive. Il doit y avoir des personnes qui savent comment ça marche. Bon, déjà, arrivons. Alors, Kabar se tourne vers vous et il fait je vais aller me garer au port de pêche. Si vous voulez rentrer dans la ville, il faudra causer aux gardes. La cité sainte est un lieu de pèlerinage. La cité est extrêmement méfiante des épidémies. Normalement, quand on rentre à la élite, on y rentre par le lazaret, donc il pointe un bâtiment qui est sur une fortification au sud de la ville, et on y est examiné par les pavillons des 4 temples élémentaires, afin de vérifier qu'on est porteur d'aucune maladie. Il va falloir que vous passiez les gardes vont vous emmener probablement au pavillon pour que vous puissiez faire votre quarantaine là-bas. Une quarantaine. Quarantaine, combien de temps? Ah, ça dépend de la volonté des pavillons. Si vous n'êtes pas malade et que les prêtres ne trouvent rien, vous sortirez vite. Si jamais vous apportez une maladie d'une autre ville, vous y resterez longtemps. La bonne nouvelle, c'est que peut-être que vous serez soigné comme ça. On devrait peut-être éviter d'y passer avec mon nez qui saigne et mes oreilles qui saignent et mes yeux qui saignent. Ça fait pas très très bien, effectivement, dit Kabar. Moi, j'opte pour la discrétion. Je me range du côté de Dactari sur le plan. Et rien ne nous empêche de gérer un peu d'animation par la suite, mais pour l'instant, disons que... Si on pouvait éviter de faire une entrée remarquée. Ça va pas être très simple. Une fois que j'aurai apponté, les gardes vont venir. Dit Kabar qui sont ensuite vers Nox, qui avait l'air de dire quelque chose. Alors, tu veux passer chez les Bourges ou par la rivière? Mais dépêche-toi, parce que là, faut plonger. Hein. Pensez-vous qu'il soit le mieux? Puisque si nous passons par la rivière, j'ai peur que, à un moment donné, dans tous les cas, pour rentrer, il va falloir passer par le lazaret, tandis que si nous passons par la marina, on rencontrera beaucoup moins de problèmes. Je regarde s'il y a des oiseaux au niveau de l'embouchure de la rivière ou au niveau de la marina. En fait, toi pendant ce temps, t'as quand même suivi tes oiseaux avec les 3 oiseaux, il y en a 3 qui volent bizarrement, le reste des oiseaux volent normalement.
Et en fait, il y a effectivement, dans leur schéma de répétition de mouvement, il y a un moment où l'un des oiseaux s'arrête toujours sur un bâtiment très haut près de la porte de la porte de la rivière, enfin au niveau du pont. Vous voyez que sur la rivière il y a un pont, et qui semble un peu se poser là pour observer avant de se renvoler. Donc oui, c'est observé. Par contre, il y a un schéma. Donc c'est relativement simple de savoir quand est-ce qu'aucun oiseau regarde, enfin aucun des 3 oiseaux regarde point là de la rivière. Je veux dire que c'est une IA mal codée, quoi. Non, c'est les vieux jeux vidéo là avec les mêmes qui tournent, qui font des tours de garde. Mais par contre, cette réflexion comment méta fait qu'Elio va quand même jeter un œil aux oiseaux, et spontanément tu vas quand même te dire attends, ils ont l'air chelous ces oiseaux là quoi. Et là pour le coup tu vas refaire, je sais pas le GD parce qu'on a déjà fait un, mais tu vas refaire un coup de perception matricielle, et tu vas te rendre compte que bah en fait ces oiseaux ils ont des icônes. Ils ont 3 icônes chacune, enfin chacun a son icône, que ces icônes à elles s'exécutent silencieusement, à l'inverse des icônes des appareils du réseau tellurique. Et alors pour le coup, là ça se voit immédiatement, c'est beaucoup moins alien comme technologie. T'as l'impression que c'est des drones, sauf que c'est des drones qui ont une apparence d'oiseau, donc c'est un drone biologique quoi. Mais en fait, tu retrouves à part ça les caractéristiques de drone. Ils ont un petit firewall, ils ont des choses de machin, ils s'exécutent silencieusement. Et surtout, ça c'est amusant, c'est qu'en regardant vite fait, tu réalises que ces 3 drones sont tous issus de la même chaîne de production. Ils ont un numéro de série, c'est genre la B1418, B1415, B1429, et en fait ils sortent de, je crois que c'est ils sortent des usines de Messerschmitt qui appartient à MCT, je crois, dans mes souvenirs. Donc voilà, enfin, en gros, c'est produit par, de près ou de loin, c'est produit par Mitsuhama Computer Technologies. Ce qui te fait dire que ces oiseaux-là sont pas d'ici, sont d'ici comme vous, quoi. Ok, j'en informe mes compères. Les gars, on n'est pas les seuls qui viennent de chez nous dans le coin. On savait, puisqu'on va chercher d'autres personnes. Mais a priori, il y a déjà des corpos qui ont des contrats ici. Ok. Bah, il va falloir s'en débarrasser. Avant qu'ils nous doublent. Parce que si ça se trouve, ils sont peut-être même venus chercher ce qu'on est venu chercher. Ouais. La techno ressemble plus à ce qu'on connaît. Je peux peut-être faire une tentative de hacking sur l'un d'entre eux. On verra si je me fais ramasser la gueule encore une fois. Vas-y, bah essaye. Oui, là t'es quand même plus confiant. À vue de nez, le score de firewall, tu le comprends mieux, etc., etc. Ok. Après, tu peux quand même rouler de la merde, hein, mais ça c'est une problématique. Oui, bien sûr, mais... Du coup, là, si je veux, essayer de poser des marques, ça va être plutôt hacking que cybercombat ou... Alors oui, là ça va être hacking. Super combat, c'est vraiment pour les désinguer, c'est pour faire du data spike, hein, mais là ça serait plutôt hacking. Ok. Alors... Ah oui, -1 de blessure, effectivement. Alors, si tu te remets en réalité virtuelle, tu peux annuler le -1 de blessure, parce qu'en fait t'as pas mal quand t'es en réalité virtuelle. Vu qu'il va falloir qu'on peut-être saute à l'eau bientôt, je vais rester comme ça. Puis au pire, la chance, faut l'utiliser après, avant, on peut faire les deux. Moi, je suis persuadé que tes compagnons auront encore pas à être poussés à l'eau si besoin est. Hein, ça. Je pense que Nox sera volontaire pour faire rouler et tomber à l'eau. Justement. Justement, raison de plus. Les elfes roulent pas sous la table. La chance, tu peux l'utiliser avant et ça transforme les 4 en succès. Ou alors après, et tu relances tout. Tu relances alors, soit en VF, tu relances tout. Ok, je vais l'utiliser avant. Vas-y. Chat échaudé, craint l'eau froide. Alors on va ignorer, t'as un dé de complication qui est dû au fait que t'es blessé. Parce que dans les règles VF, quand t'es blessé, t'as pas des malus de -1, en fait, t'as un dé de complication. Ok. C'est pour ça, normalement, tu fais un vérifie, mais normalement, t'as lancé tous tes dés, en fait. J'ai 2-1, je sais pas si... Ah, complication 0. Mais en fait, complication, quand tu fais... Enfin, un dé de complication, ça veut dire que si tu fais un 1, t'as un problème, le reste, on s'en branle. Ok. Donc du coup, voilà. Et bah évidemment, hein, comme toujours, hein, la chance, tu l'as utilisée avant, en plus, là. Ouais. Vraiment pas. C'est pas ton jour. Bon bah c'était pas le jour de Lio, il a pas de chance. Moi en fait je vais arrêter de lancer les dés, je vais juste marquer 5, je vais faire 5 à chaque fois comme ça, j'ai un bon jour les dés. Donc du coup bah tu tentes de hacker l'oiseau, ça passe assez mal, au sens où tu pensais pouvoir passer en douce et lui coller une marque. Encore une fois tu voulais créer une backdoor dans l'appareil, et alors que tu échoues à créer une backdoor, tu réalises qu'à l'inverse le propriétaire de l'appareil vient de récupérer par son propre réseau, vient de récupérer une backdoor sur ton propre cyberdeck. Alors ce qui est très surréaliste, c'est que là t'es vraiment toi t'es en air, hein, tu fais ça avec tes mains qui bougent. Par contre, ce combat matriciel se passe au-dessus du grand réseau tellurique, avec tous les appareils de couleur brunâtre là, qui sont reliés. Et en fait t'as la désagréable impression que il y a quelques appareils qui semblent un peu vous regarder avec un air un peu de tiens, il se passe un truc, pas très ce que c'est là, mais il se passe un truc quoi.
c'est pas un bon parallèle, mais c'est un peu comme quand t'es dans un serveur et que le niveau de surveillance monte et que tu sens que le serveur s'intéresse à toi, quoi. T'as un peu ce truc-là. Encore une fois, c'est pas un serveur, donc c'est pas un bon parallèle à avoir. En tout cas, tu vois, tu voulais me créer un backdoor et à l'inverse, tu viens d'ouvrir une backdoor au propriétaire PAN et au mec qui doit avoir son RCC connecté aux oiseaux. Shit. Et donc voilà, qu'est-ce que tu fais, quoi? La question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Encore un jet de hacking pour essayer de virer cette marque? Enfin, ce backdoor? Alors, dans Anarchy, il faut un peu grouper, à base de, tu peux dire, ok, j'essaie de virer sa backdoor, et en même temps, je continue à hacker l'oiseau, ou alors tu te carapates, ou alors tu te dis, je vais essayer de le repérer et l'attaquer dans la foulée, tu vois, enfin, faut faire un peu de la macro-action, quoi. C'est ce qu'on va faire, ouais. On va essayer de dézinguer la bestiole. Enfin, le propriétaire du réseau, quoi. C'est pas l'oiseau qui a une marque, qui a récupéré une marque, c'est celui qui est connecté au oiseau qui a récupéré la marque. Et si je dézingue l'oiseau, est-ce que je me libère de la marque? Ah bah non, parce que du coup, la backdoor, elle appartient à celui qui a récupéré la marque. Et en fait, c'est le propriétaire du réseau qui a récupéré la marque. Donc faut que tu dézingues le persona qui est au centre du réseau, que t'as pas encore vu, puisque le persona qui est au centre du réseau, il est comme toi, il est il s'exécute silencieusement, j'y arrive. Ok, donc il faut que je commence par le trouver. Enfin, que je le trouve et que je le dézingue. Ça sera une action dans Anarchy, quoi. Tu vas dire, je vais le chercher et le dézinguer. Donc on va assumer que, comme t'es connecté à son appareil, tu vas le trouver facilement. On va juste s'intéresser au jeu de hacking. Alors vas-y, fais un test de hacking. De cybercombat. Cybercombat, ouais. Ou tu veux utiliser Alright. Ouais. Est-ce que t'as une réplique à caser? Tu peux dépenser un point d'anarchie si t'as une réplique pour avoir plus de dés, etc. Enfin... Exactement, je vais faire ça. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Du coup, en dépensant un point d'anarchie, tu peux bénéficier d'un bonus de 3D à ce test. C'est bien disposé, c'est ça? Non, ça c'est... Ouais. Si, ça m'ajoute 3D si je clique anarchie bien disposée. Ah oui, c'est ça, vas-y. Yes. Oh, putain. Ah bah. Oh là là. Alors, 2 secondes. T'as quand même réussi à lancer 15 dés et t'as fait un succès, quoi. C'est quand même... Ah, c'est pas mal, ouais. Un 6, ceci dit. Et t'as fait un 6, voilà. Ton succès, il est bien fait, quoi. Il y a pas à dire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que t'as pas dépensé de points de chance. Tu peux dépenser un point de chance pour tout relancer, si tu veux. Ah, exactement. T'appuies sur utiliser la chance et ça relance tout. C'est ce que je vais faire. Concrètement, t'aurais du mal à faire pire quand même. Tu peux encore, hein, tu peux faire pire, mais ça va être vraiment dur. Voilà qui ressemble plus à rentrer dans les statistiques de ce que ça devrait être. Allez hop, Déjà un peu mieux. Allez hop, moi je lance ma défense. Hop. Alors 3, donc tu as réussi à repérer le persona et dans la folie tu l'as attaqué. Donc dans mes souvenirs, quand tu attaques, tu dois faire des dommages qui sont égales à les dommages de base de l'attaque matricielle. Ça doit être logique divisé par 2, un truc comme ça, non? Ça, je crois que c'est divisé par 2, quoi. Hop là. Quel cas ça serait 3? Ouais, c'est ça, c'est 3 plus 1 succès en l'occurrence, cybercombat. Dommage, logique par 2, plus les succès excédentaires, donc tu fais 4 succès. Donc tu balances un énorme pic de données, enfin l'icône qui doit pas être physiquement près des oiseaux parce qu'elle est vraiment beaucoup plus planquée dans la ville, surgit au milieu de nulle part et tu commences à balancer ton pic de données. Ce qui te fait un peu flipper, c'est que le pic de données, il passe entre les différents appels de réseau tellurique, tu vois, il y a différents appareils partout qui sont reliés. Et ton pied passe là-dedans et va taper le personnage qui run silent. Avec encore une fois cette impression un peu de... Vous avez l'impression un peu d'une sorte d'intrus dans une fourmilière, quoi, tu vois. Donc voilà, donc ton truc passe. Clairement, ton opposant se prend 4 points de dommage, donc son RCC en a pris un coup. Et bah donc du coup, nouvelle narration. Alors lui, bizarrement, il t'attaque pas. Ce qu'il essaie de faire, c'est te localiser physiquement. Donc je vais te demander de faire un test de... alors il va essayer de... Lui va faire un test de hacking, et toi tu vas faire un test de logique plus firewall, si méga. Ok, logique plus firewall 3 et 6. Et tu cliques sur Firewall et t'associes la carac qui va avec. Ah ouais. Où est la carac? Là voilà. Alors, c'est chaud, hein. T'as vraiment pas de chance. Est-ce que tu veux utiliser ta chance? Une complication en plus. Et t'as une complication, ouais. Alors on va laisser la complication de côté pour l'instant. Est-ce que tu veux utiliser ta chance pour faire quelque chose là? Bah la chance, j'en ai plus quoi. Ok. Un point d'anarchie, attends, est-ce que j'ai pas une petite réplique là qui pourrait nous sortir du... La conséquence de ça, c'est juste qu'il va repérer ta position géographique, c'est ça que ça veut dire. Donc après tu peux te dire, finalement c'est pas le pire. Hein. Bon allez, je lance son action. Ah, comme quoi, avantage PJ. Il a fait un succès, donc du coup, égalité, avantage PJ. Donc ouais, en fait, ça passe à peu de choses près, il réussit presque à tracer ta position, mais t'arrives à la dernière minute à lui renvoyer des fausses données. Et en gros, du coup, le pointeur, au mieux de pointer là où t'es, c'est-à-dire en fait, vous êtes en train de vous approcher du port. Zouip, il est carrément décalé, puis il pointe en haut du port, là où il y a le gros bateau.
Et du coup, vous, dans le plan physique, vous voyez qu'une fraction de seconde après qu'Elio ait commencé à essayer d'attaquer l'un des oiseaux, et ben les oiseaux s'envolent, se réunissent en formation un peu en triangle, et foncent droit vers le nord de la Lilith. Vous avez vu ça, les cocos? Prenez-en de la graine. C'est les virer. Ok, c'est bon. Je les prends tous les deux par le col et je saute dans l'eau. Enfin, je prends Dactari par le col, je prends Elio par la ceinture et je saute dans l'eau. Plouf! Je dirais que j'ai bien fait de pas me mettre en VR. Et bah, on y va, c'est parti. Plouf! Vous atterrissez dans la flotte, faites tous un test d'athlétisme alors que vous commencez un peu à nager. Alors vous devez nager un peu en profondeur pour essayer d'échapper à la vue des gardes et puis rester bien sous l'eau, quoi. Faudra faire un peu d'apnée. Surfait d'athlétisme. C'est surfait. Alors, athlétisme, agilité, si on l'a pas, j'imagine. Où est-ce que je trouve ça, moi, athlétisme? Athlétisme, c'est force. C'est force plus rien si on n'a pas athlétisme, c'est ça. Ah, ça va alors. Alors je vous rappelle, je vois que Nox a encore une complication. Enfin, Nox était effectivement fatigué après le dernier scénario, enfin après la dernière aventure. T'as encore les effets de ça. Et ben vous avez bien réussi dans l'ensemble. 3-3-2-2, c'est très bien. Alors c'est évidemment c'est Nox qui plonge sous l'eau et qui mène le groupe, hein, qui part devant, qui mène votre tout petit trio poissonnier. Et vous derrière vous la suivez comme autant que possible. Alors la bonne nouvelle c'est que l'eau est pas, l'eau est relativement, c'est facile de nager dedans, il n'y a pas des grands courants qui s'opposent à vous. Il y a beaucoup de poissons dans le port, il y a aussi beaucoup de débris au fond de l'eau, hein. Il y a aussi beaucoup de trucs qui traînent, des restes de bateaux, enfin il y a l'air d'avoir pas mal de choses au fond du port. Et donc vous commencez à naviguer sous les différents pontons de pêcheurs et compagnie, et vous dirigez en direction de la rivière là, avec le pont, avec l'espoir de pouvoir atteindre la rivière et de là remonter dans la ville sans vous faire trop repérer. Bah, ça se passe plutôt bien, vous contournez assez facilement, enfin vous traversez le port de pêcheurs, vous contournez le bâtiment qui est, alors vous le voyez que d'en dessous mais qui semble être une grosse criée, le bâtiment avec le numéro 7 sur la carte. Et après avoir émergé 2 fois pour reprendre un peu l'air, vous vous dirigez en direction du lac, enfin du lac, pardon, de la rivière qui remonte dans la ville. Et là, vous trouvez effectivement, vous arrivez à rentrer, à émerger sous le pont. Sous le pont, il y a effectivement un endroit bien pour pouvoir sortir sans se faire repérer. Alors, c'est Nox qui sera la tête première, qui va effectivement voir qu'ils sont pas cons les gardes, ils patrouillent, hein, donc ils se disent bien que les gens peuvent remonter à la nage. Donc il y a évidemment un garde qui passe près de là à ce moment-là, donc Nox sort la tête de l'eau, et puis il la remet dedans immédiatement, et puis vous fait signe d'attendre 2 secondes, et puis une fois que les gardes sont passés, vous émergez sous le pont, là vous vous égouttez couvert de flotte. Bon, vous allez vous laisser un peu sécher ici, et attendre que le prochain tour de garde passe pour vous faufiler dans la ville, quoi. Qu'est-ce que vous faites ? On en est où de la journée, là? Alors vous êtes arrivé, il devait faire, enfin vous êtes fatigué parce que pour vous il doit être bien 4h du matin. Ici, le soleil brille bien, il doit être environ 2-3 heures de l'après-midi, quoi. D'accord, un jour, quoi. Bon, on commence par quoi? Le chantier de la reconquête ou Ergun? Je pense qu'il faut se trouver un petit pied à terre. Peut-être trouvons une taverne, déjà, C'est toi qui rince? pour se fondre dans la masse. J'ai peut-être des trucs à échanger, mais en tout cas, j'ai pas d'argent. Bah, c'est toujours là, il qui paye. On prend moins de place, là. Ouais, c'est vrai, ça, on n'a pas d'argent. Peut-être qu'on peut essayer de faire les poches d'un passant, par exemple. Du Helio tout craché, ça. Qu'est-ce qu'on voit de sous notre pont? Est-ce qu'on voit un peu les abords du port, les devantures, des ruelles qui partent, ce genre de choses? Mais surtout, est-ce qu'il y a un troll sous le pont? Est-ce qu'il y a un troll? On n'est pas à Seattle, il n'y a pas de troll sur le pont. Ok, pour ceux qui ne savent pas, il y a vraiment un pont avec un troll à Seattle. Si un jour vous allez à Seattle, dans la vie d'aujourd'hui, hein, il y a vraiment un troll qui a été sculpté dans la roche. Vous passez la tête en dehors du pont pour voir un peu ce que vous pouvez voir. Alors le bâtiment sur la carte qui est numéro 7, hein, c'est la criée, donc ça vous pouvez la voir et l'entendre. Et puis quand le vent est portant, vous pouvez aussi la respirer, hein, on sent bien l'eau marin. Vers le nord, vous avez tout le port qui s'étale en fait entre le pont et la partie... le grand fort qui est au nord de la ville. Et le truc que vous remarquez le plus, c'est le bâtiment qui est tagué numéro 6 sur la carte, qui est un très très beau bâtiment qui est un peu en retrait du port par rapport au reste, qui est un très joli bâtiment qui fait un peu déplacé parce que vous avez vraiment le port autour avec des entrepôts, des choses de port, quoi, des tavernes, des machins. Et au milieu de ce port, vous avez cette très très belle demeure, très élégante, un bâtiment qui fait 2 étages, qui a été refait très récemment. Il est presque... avec ses décorations, ses petites arches et ses jolies fenêtres, il fait presque plus Renaissance que Moyen-Âge. Et il est entouré, la porte d'entrée est entourée par un petit groupe de gens bien habillés, élégants,
vous avez l'impression de voir, le parallèle qui se fait pour vous en tant que Shadowrunner, c'est un peu l'entrée du club de nuit branchouille, quoi, avec les jeunes corpos un peu bien les thunes qui vont faire la bringue. Ça, c'est le bâtiment qui ressort vraiment du truc. À proximité, sinon, où vous avez effectivement un peu partout des tavernes de marins, des auberges, de ce genre-là, des boutiques. Sur le port aussi, vous voyez qu'il y a des femmes habillées pas légèrement, mais bien avec des robes de soie très légères, qui marchent pieds nus et qui apparemment viennent laver les pieds des gens. Donc elles se penchent pour laver les pieds des gens dans un petit bassinet. Et la scène a l'air assez classique, car les gens n'ont pas l'air surpris à cette scène-là. Et il y a une certaine déférence envers ces jeunes femmes. Voilà, ça c'est ce que vous voyez à peu près autour de vous. Bon, alors déjà, le club branchouille, à mon avis, si on y va détrempé tel qu'on est, ça risque d'être compliqué. Non, mais si tu veux faire la poche des gens, je pense que c'est peut-être le meilleur endroit. J'ai pas dit que je me portais volontaire, hein. J'ai suggéré qu'on pourrait faire ça, éventuellement. Bon, après, on peut essayer, hein. Après, quand je joue à Nox, Nox a l'habitude de prendre les gens, si tu veux, et éventuellement de les mettre dans un coin, je vais pas dire les rouer de coups, mais c'est plus son genre, quoi. Les poches, c'est pas... Et moi, c'est pas du tout mon genre non plus. Je me permettrais pas, voyons. Ok, et sinon, qu'est-ce que vous pensez déjà de peut-être monter sur la criée, essayer de se mêler aux gens? Apparemment, il y a beaucoup de monde. Il y a du bruit. Peut-être qu'on pourrait passer inaperçu. Pas forcément si on reste ensemble, d'ailleurs, puisque un elfe avec 2 nains. En termes vestimentaires, on dénote avec le paysage ou pas? Alors non, pas tellement. L'adaptation Betapaner vous a un peu adapté à la région. Alors vous avez quelques tenues. Enfin, il y a tes lunettes, il y a le sac de médecin, etc. qui dénote un peu. Hein. Le bras de cristal, forcément, ça dénote. Mais en gros, oui, il y a des demi-elfes, des humains, des demi-orques, des nains. Donc On peut se mêler à la foule sans problème, quoi. voilà, vous passez inaperçu, et puis surtout c'est presque plus cosmopolite que les sites du 6ème monde. En fait, soyons très clairs, hein, quittez l'endroit où vous êtes pour vous mêler à la foule, que ce soit aller à la criée ou ailleurs, c'est pas compliqué. Hein. À partir de maintenant, l'enjeu c'est qu'est-ce que vous faites pour faire avancer votre histoire, quoi. Là, vous avez échappé aux gardes, vous êtes, voilà quoi, vous pouvez avancer, quoi. Est-ce qu'il y a des panneaux d'indication dans cette ville moderne? Il y a gravés au coin des rues, il y a souvent des noms. Alors, il y a des rues, il y a des échelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des rues qui montent et qui s'appellent pas des rues mais des échelles. Donc, l'échelle des boulangers, l'échelle des machins. Et donc, il y a des noms un peu de rues partout, par-ci, par-là, ouais, effectivement. Je peux pas. Je regarde la grande carte pour dire exactement le nom des rues où vous êtes autour de vous. Je crois qu'elles sont toutes nommées quasiment les rues. Mais vous avez des rues, etc. En fait, sur la carte, il y en a quelques-unes qui sont nommées là. Je crois qu'au nord de la carte, vous avez vous avez l'échelle de l'auberge qui pue, par exemple, qui est pas loin de vous. Alors, ma capture d'écran est pas super réussie, mais voilà, quoi. L'échelle de l'auberge qui pue? Ah, c'est sympa, ça. Ah, c'est des noms de la élite, hein, ce sont comme ça. Ah, à mon avis, il faut qu'on se trouve une auberge. Il y a ce club là-bas qui me fait de l'œil parce que s'il y a les gens un peu branchus de la ville, ils doivent connaître un peu les quartiers, ils doivent venir de l'intérieur. Après, peut-être qu'une auberge pour se sécher et apprendre un peu plus, notamment peut-être sur ce lieu, pourrait être une idée. Alors effectivement, on n'a rien pour s'acheter à boire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit vendre nos services. Alors après, mécaniquement, si l'un de vous veut sacrifier un point d'anarchie pour dire non mais en fait j'avais un crédit dans la poche avec 500 nuances, donc du coup j'ai récupéré 500 pièces d'or par exemple, ça me dérange pas, hein, ça coûtera un point d'anarchie et voilà. Ok, les points d'anarchie, on en a 3 au début, c'est ça? Vous en avez 3 début de la séance, ouais. Et du coup toi il te restait 2 normalement. Il m'en reste 2, ok, je les remets. Oui, je peux faire ça, je vais avoir de l'argent dans ma poche. En bon nain, tu finis par dire bon, c'est bon les mecs, j'ai de l'argent en fait. De l'or. Finalement, voilà, j'ai l'autre poche en fait. Tu sors ta bourse un peu à contre-cœur, quoi. Ah. Non, je la sors pas, je me rappelle juste que je l'ai. Alors du coup, que faites-vous maintenant que vous découvrez que vous avez un peu de financement? Et en fait, si tu veux, je vais même pas sortir ma bourse, je vais sortir dans ma poche quelques pièces, mais je ne vais pas tout sortir, puisqu'il peut y avoir des chapardeurs et autres dans la rue également. Enfin, en tout cas, tu sors quelques pièces d'or, donc tu réalises que tu as des pièces d'or sur toi, qui sont quand même pas, en regardant la criée, les échanges, hein, encore une fois, hein, D&D, hein, donc c'est des pièces de cuivre, des pièces d'argent. La pièce d'or, ça a l'air d'avoir une certaine valeur. La seule chose que tu remarques, c'est que ici, les gens ont... Alors vous avez des pièces d'or, les gens manipulent pas mal de pièces, mais en fait, ils manipulent aussi des billets. Enfin, je crois que c'est des billets Lital, qui sont locales, qui s'appellent les Lital, qui est la monnaie locale, en fait. Ah, ça, j'ai pas. Soit, clairement, il y a des, comme c'est une cité de pèlerinage et qu'il y a des pèlerins partout, il y a plein de gens qui ramènent leur monnaie, hein, donc convertir de l'or en lital pose aucun problème.
Moi, je vous propose d'aller à l'auberge qui pue. Ça ne changera pas trop du bateau sur lequel on était. Dommage qu'on n'ait pas récupéré un peu de poisson. C'est très bon. D'ailleurs, on n'a pas du tout dit au revoir à notre hôte. Ni merci. Bon, ça ne changera pas d'habitude. Ok, on va à l'auberge. On va se sécher. Alors vous émergez du pont et vous vous dirigez en direction de la rue. Vous avez entendu, on va dire, deux pèlerins, deux mecs passer dans la rue en disant ouais, on va à l'échelle de l'auberge qui pue. Et ça vous a interpellé. Donc vous naviguez dans la ville, vous passez en fait derrière ce beau bâtiment que je vous ai décrit. Vous allez entendre parler des gens et les gens on en parle. Alors vous réalisez que tout le monde parle le même langage que vous, étrangement, ou du moins vous le comprenez. Vous avez un langage commun. Et donc du coup voilà. Et en fait ce beau bâtiment c'est la maison des 1000 plaisirs, je crois de mémoire, qui semble être moins un bordel que vous le croyez. On passe en devant, on dit ah ok, la maison des 1000 plaisirs, il y a des jolies filles, ça va être un bordel, mais non, la clientèle est un peu standing et vous avez l'impression, d'après ce que vous entendez, que c'est pas vraiment le goût de la maison, étrange. Bon, en tous les cas, vous continuez ce truc-là, vous prenez une rue sur la gauche et vous débarquez assez vite dans l'échelle de l'auberge qui pue. Et vous découvrez effectivement une auberge, comme son nom l'indique, qui sent pas bon la fleur, qui visiblement est placée derrière des entrepôts de poissonnerie. Donc, elle a une belle odeur de poisson, de poisson pas frais qui se mélange de manière assez désagréable avec une odeur de bière, mais tu sais, de bière un peu... de bière qui a traîné depuis 1 ou 2 jours, quoi. Donc ça fait vraiment un fumet qui est pas très agréable. L'auberge est tenue par un demi-orc, donc un mec assez patibulaire, assez gros, avec des micros qui démarquent. Alors vous avez dans votre pays, vous avez des vrais orcs, hein. Donc il est moins impressionnant qu'un vrai orc, mais il fait quand même un peu mauvaise gueule. Et vous avez vraiment, quand vous entrez là-dedans, c'est vraiment... en France, on dirait c'est le PMU, quoi. C'est là, vous avez vraiment les piliers de bar, les vieux marins complètement bourrés, avec des popeyes avec des grandes barbes longues qui fument des pipes en se descendant des gros trucs. En plus, c'est bas de plafond, alors ça en met pas beaucoup d'Actari et Nox, mais ça fait chier Elio qui doit ranger ses grandes oreilles. Et vraiment, il y a une grosse couche de fumée dans la pièce. Enfin, c'est vraiment sordide, quoi. C'est bon, voilà. Pour ceux qui sont germanophones, on appelle ça un kneipeux. Bon, on a trouvé ton balto. Tu veux faire quoi maintenant? On a bien choisi. Écoute, on va prendre une bière au poisson, là, et on va se sécher. Et puis ensuite, on essaye de tchatcher un peu avec les marins bourrés pour voir ce qu'ils peuvent nous donner comme info. Sacrifiant une des pièces d'or de Dactari, vous prenez non seulement une bière pour vous, une bière plus tiède que fraîche et plus remplie d'eau de poisson que de bière. Vous en profitez pour rajouter, la pièce d'or va aussi couvrir la tournée que vous offrez à quelques marins. Du coup, vous leur paraissez sympathique quand vous leur payez des coups, ça délie les langues. Donc, on peut pas faire du roleplay, ce serait un peu long, mais de quoi vous leur parlez, qu'est-ce que vous essayez d'apprendre de vos agréables et sympathiques, olfactivement dérangeants compagnons de beuverie. Déjà, on va essayer d'en connaître un peu plus sur la géographie de la ville, les quartiers où il faut traîner et les quartiers où il faut pas traîner, basiquement. Rapidement, je sais d'en savoir plus aussi sur le chantier de la reconquête. On va commencer dans l'ordre, tu commences à dire un peu comment c'est organisé la ville, on est nouveau nous ici, etc. Et là t'as un des marins qui dit jeune naine, l'organisation de la sainte cité du roi Dieu est formidable et extrêmement simple. Ici nous sommes à la chaussée du lac, le quartier qui borde le lac. Si tu vas un peu plus au sud, tu vas tomber sur la main qui travaille, quartier rempli de boutiques et de manufactures, là où les gens honnêtes travaillent. Plus derrière la chaussée du lac, en remontant directement la colline vers le palais du roi Dieu, on trouve la prospérité. Donc il commence à faire un peu comme son speech, Nox a aucune patience, donc assez rapidement tu dis bon ok d'accord, et alors qu'est-ce qu'il craint et là il y a un moment de silence, il dit quoi que tu fasses ici, il faut jamais que tu ailles en châtiment. Jamais en châtiment. Et tu réalises, alors que la discussion continue, que châtiment, ou aller en châtiment, c'est d'aller dans un quartier qui s'appelle le châtiment, qui apparemment est un quartier maudit. Ils semblent toujours en parler quand ils en parlent, ils murmurent. Ils disent oui, quand tu rentres en châtiment, il y en a qui y arrivent parfois, il y en a qui ont trop bu, qui parfois ont les pas qui les emmènent dans le châtiment par accident. Tu peux te perdre dans le quartier et ne jamais retrouver ton chemin. Car les rues changent, les échelles évoluent, et le quartier te piège à l'intérieur, et une fois que tu es en châtiment, tu ne peux plus le quitter. C'est la perdition, le châtiment. Et donc, t'embrayes en disant, bon ok, et alors, le chantier de la reconquête, n'est-ce pas monsieur? Évidemment, le chantier de la reconquête, c'est quoi? C'est le projet presque fou, dit le vieux marin, le projet fou du dernier roi Dieu, Nine Ier, qui se croit plus fort que les dieux et plus fort que les châtiments. Il veut
reconquérir le quartier du châtiment, et il a osé mettre un chantier en branle pour reprendre la construction, détruire et reconstruire une partie du quartier du châtiment. Et il a appelé ça, ce projet complètement délirant, projet fou, on l'appelle le chantier de la Reconquête. Sur ce quartier-là, on voit les criminels, par exemple? Ou c'est juste, faut vraiment, ça sert d'oubliette? Ou il y a des gens qui habitent là, ou il y a des gens qui sont arrivés là-dedans et pas de bol? Il n'y a pas de gens qui habitent en châtiment, il y a des gens qui en sont prisonniers et qui ne peuvent pas en ressortir. On n'y envoie personne, les gens qui rentrent en châtiment, ils rentrent par eux-mêmes souvent, ce serait une punition bien cruelle que d'envoyer un homme en châtiment. Ce serait crime et châtiment. Ce serait crime et châtiment, voilà, ouais. Et il dit, ça serait bien cruel d'envoyer un homme en châtiment, et t'as un des marins qui dit mystérieusement, c'était pas les criminels qu'il faut craindre au châtiment, mais sache que quand tu envoies un enfant, tu y retrouveras un criminel. Alors, il semble sous-entendre que le quartier en fait corrompt les gens en fait, que quand tu rentres en châtiment, même si tu rentres par accident parce que t'es un mec sympa et que en fait quand tu ressors, t'es plus vraiment le même mec qu'avant. Y a-t-il des gens qui sont déjà ressortis de châtiment? C'est arrivé, mais ils en sont jamais sortis indemnes, et ceux qui en sont sortis avaient rarement à voir avec ceux qui étaient rentrés. Et donc ceux qui bossent sur le chantier, ça se passe comment pour eux? Ce lieu maudit, j'en sais rien, à mon avis ça ne va nulle part. Les rumeurs racontent que le chantier sans surprise est frappé de 1000 calamités, et même si l'architecte en chef ne refuse d'abandonner la mission que lui a confiée le roi Dieu, moi je pense qu'il n'y arrivera jamais. Et il y a des échanges entre le chantier et le roi Dieu, les gens arrivent à ressortir du chantier pour informer le roi Dieu? Le chantier est à la périphérie du châtiment, donc il n'est pas dans le cœur du quartier. Il essaie de reprendre à l'aide de complexes. Alors là, le marin, il va pas dire ça, ouais. Il dit à l'aide de complexes magie noire. Les sorciers qui travaillent pour l'architecte ont réussi à contrôler une petite partie du terrain du quartier, et commencent à y faire leur construction sur place. Mais comme on le dit, ils vont pas y arriver. Tôt ou tard, la malédiction du châtiment l'emportera, et ce chantier sera absorbé par ce quartier fou. Et le roi Dieu actuel est là depuis combien de temps? Le grand Nin Ier est notre roi depuis seulement quelques mois, même une année ou deux. Je sais plus très bien quand est-ce qu'il est arrivé, au bout de 3 ans. C'est un roi Dieu récent. C'est comme tous les rois dieux, un ancien prêtre de l'un des grands temples élémentaires de la ville, et c'est lui qui a été nommé roi Dieu, et qui est donc devenu Nin Ier, saint de l'Aélite. Donc vous comprenez que l'Aélite est gouvernée par 4 temples, en gros, il y a 4 temples, un pour le feu, un pour l'eau, un pour la terre et un pour l'air. Ces temples, en fait, ces grands temples, et puis l'un des grands prêtres devient roi Dieu quand le roi d'avant arrive à sa... Bon, en aparté, j'ai mes camarades dont je comprends mieux pourquoi le fameux Charles se retrouvait là-bas. Après tout, c'était un géomancien. Effectivement. Je comprenais pas ce qu'un géomancien venait contremettre sur un chantier. Maintenant, on a des billes en plus. Bon, ce Charles qui s'appelait Chun Huang, on sait maintenant où il faut aller. Vous voulez faire un tour pour trouver Ergun sur la route, ou on peut enfin se concentrer sur la mission? Je pense qu'on peut y aller. On peut approcher du chantier et voir, de toute façon, a priori, si on arrive à le contacter. Quoi qu'on le trouvera peut-être pas directement, vu qu'il n'a pas donné de nouvelles. Mais ouais, approchons du chantier. Il est quelle heure là? Dans le jeu maintenant, il doit être... Enfin, vous êtes fatigué encore une fois, parce que pour vous, il doit être 7-6h du matin, vous n'avez pas dormi. Par contre, il doit être genre 3h30 ou 4h dans le truc, vous avez largement le temps. Apparemment, d'après ce que vous disent vos amis marins, il va falloir quand même crapahuter, parce que la ville est toute en pente, et que le châtiment, c'est pas le quartier le plus proche d'ici. Il va falloir en monter de l'échelle. Vous allez grimper, vous allez voir ça, quoi. Il y a une auberge dans le coin là-bas? Au châtiment, ouais, il y a une auberge, je vous la conseillerais pas, installez-vous ailleurs. Si vous avez un peu d'argent, mettez-vous à la prospérité, il y a de belles auberges là-bas. Ok, ça peut être une idée d'aller se reposer. En tout cas, moi, ça m'irait bien. J'aimerais le soigner un petit peu quand même, mon ami Elio. Ah, ça serait sympa. Mais il faut trouver un lieu au calme. On va faire simple, dans ce cas-là, vous optez pour dire ok, on ira au châtiment quand on aura fini. Alors vous allez d'abord vous intéresser à trouver une taverne à la frontière entre donc vous allez rester à gauche de l'Inlam, la rivière qui traverse la ville de l'Aélite. En fait, l'Inlam c'est la rivière qui est au fond de la faille qui divise la ville de l'Aélite.
Donc vous allez trouver une auberge quelque part à la frontière entre la chaussée du lac et la main qui travaille. On va pas faire de long dans ce truc-là, hein. L'auberge de Dédé comme on l'imagine, hein, bon. Avec tenue par une jolie petite elfe, avec je sais pas moi, quelques étages, moyennant quelques pièces d'or, vous avez une chambre bien sympathique. Vous êtes claqué donc vous allez vous coucher et dormir. Dactaré, tu vas faire tes premiers soins. On va s'épargner les jets de dés, c'est pas important, systématiquement. Donc vous allez vous reposer. La bonne nouvelle c'est qu'en vous reposant un peu, vous allez enfin récupérer un peu de la nuit d'avant. Donc vous pouvez enlever vos complications.